Monsieur Bernard. Bonjour. Comment allez-vous? Et ben voilà, très bien. Je suis très heureux d'être avec vous. Ouais, Voir un jeune. Oui, alors on est dans vos locaux ici à Paris, donc, de la société Voliris, qui présente donc le projet Natac. On est venu pour parler de ce projet d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait avoir une présentation de ce projet Natac, de cette société Voliris, des différents prototypes, de l'histoire du projet? Oui, alors donc le Natac, ça veut dire navette aérienne de transport automatique de containers. Donc moi, à l'origine, je voulais me faire un dirigeable, parce que c'est comme un bateau, et puis on peut même le mettre sur un bateau, et je me voyais bien faire le tour de la Méditerranée avec mon dirigeable et mon yacht. Bon. Très bien. Voliris, c'est une société que je n'ai pas créée, qui a été créée par des fous de dirigeables, tout à fait au début, et qui ont créé notamment le premier dirigeable ULM de 900 mètres cubes. Et je me suis intéressé à cette société, je les ai aidés un peu financièrement, parce que c'est un sujet amusant. Et on a monté, par exemple, pour la chaîne Météo, qui était une filiale de Prosodie, un Tour de France avec des femmes pilotes, parce que je trouvais que le programme de la chaîne Météo, c'était un peu tristounet, et que c'était beaucoup plus amusant d'avoir des femmes qui racontaient qu'elles allaient traverser un bout de la France et qu'elles allaient faire le débriefing. Donc on a fait ça. Et à ce moment-là, je suis arrivé à la conclusion que le dirigeable était vraiment trop difficile à exploiter, parce que trop sensible au vent, trop léger et nécessitant beaucoup trop de personnel. Mais que ça valait la peine de s'intéresser au transport de charges lourdes. Tout le monde parlait à l'époque du transport de charges lourdes. Et que ça valait aussi la peine de s'intéresser à l'hydrogène, parce que l'hydrogène, comme chacun sait, est le seul gaz qui, en brûlant, ne produit pas de CO2. Bon. Et qu'on peut mettre, on est content d'avoir de l'hélium dans un dirigeable, mais l'hélium est très cher. Si on met de l'hydrogène, c'est moins cher, et ça peut servir de gaz propulseur. Donc je suis parti dans cette idée, et comme l'hydrogène a quand même des caractéristiques parfois un peu dangereuses, l'idée de faire une machine qui soit automatique, qui ne fasse que des allers-retours dans un espace aérien ségrégué, pour transporter des charges, est venue au bout d'un certain temps. D'où cette idée de navette aérienne de transport automatique de conteneurs. Alors automatique, ça veut dire que ce n'est pas une machine télécommandée, ce n'est pas un drone. Très bien. C'est comme un téléphérique. Ça fait des allers-retours sur un itinéraire, ce qui permet de vérifier que... de l'essayer avant de le mettre en service et de vérifier qu'il fait toujours la même chose. Donc on limite les risques. Comme il n'y a personne à bord et qu'on ne transporte que du fret, on peut gonfler l'enveloppe à l'hydrogène, et on peut aussi mettre de l'hydrogène liquide à bord, parce que, ma foi, on tuera personne. D'autant plus que c'est une machine qui est destinée à remplacer les routes là où il n'y en a pas, en particulier dans le désert, et comme il n'y a personne en dessous, personne à bord, on ne devrait pas avoir trop de dégâts. D'où ce projet Natac, et peu à peu, j'ai financé ce projet pour arriver où il est, c'est-à-dire pour arriver à une machine hybride, qui est une machine qui utilise à la fois la portance aérodynamique et la portance aérostatique pour porter les charges, et qui pourra être convertie à l'hydrogène, sachant que, évidemment, dans le cursus de développement, on commence par une maquette à 1/7 pour valider la formule aérodynamique, et puis on va faire une maquette un modèle échelle 1, et puis on va l'automatiser. Et échelle 1, c'est 80 mètres de long, 45 mètres de large, pour transporter un conteneur de 30 tonnes. Mais c'est ça, l'unité de transport dans le monde maintenant, c'est le container de 40 pieds, donc c'est pas la peine de chercher à transporter autre chose. On pourra transporter des choses plus grandes avec la Natac. Et ce projet me semble être une bonne étape pour aller vers l'aéronautique décarbonée. Parce que on peut certes imaginer de faire des avions qui se volent à l'hydrogène, avec des passagers à bord. Il va falloir convaincre les passagers de monter dedans. Et puis, il va falloir convaincre les élus locaux
que faut installer 1000 tonnes d'hydrogène liquide à Roissy, à Blagnac, enfin dans des coins qui sont pas si loin des centres-villes, et que il faut que tout arrive en même temps. L'avion certifié et les réservoirs d'hydrogène, parce que sinon on va se trouver dans la situation du Concorde, on avait un avion, mais les Américains voulaient pas qu'ils volent chez eux. Donc c'était un peu embêtant pour traverser l'Atlantique. Donc voilà, et Voliris, c'est la société qui porte le projet, qui est dirigée par Tiao Wang depuis un certain nombre d'années, et qui, avec une petite équipe, est une société de R&D qui n'a aucun autre revenu que d'être une société qui crée ce projet. Très bien. Très très bien. Alors j'entends, vous parlez beaucoup de la sécurité de l'hydrogène, c'est pourquoi vous voulez déployer le NATAC dans un premier temps dans le désert pour du transport de marchandises, mais ça va être compliqué éventuellement de convaincre certaines entreprises de transporter leurs marchandises dans une technologie qui semble si dangereuse. Comment vous c'est moins compliqué de convaincre une entreprise de transporter des containers. Il faut savoir que le taux de fiabilité qu'on veut en transport public de passagers, c'est 10-9. Et que compte tenu de la qualité du transport maritime aujourd'hui, 10-5, ça suffit pour les containers. Parce qu'on en met quand même quelques-uns par-dessus bord, à l'eau, bon. Donc, c'est plus facile et je ne crois pas qu'il y ait de grands risques. De toute façon, les risques, ça s'assure, il n'y a aucun problème. On aura une statistique. Et surtout, la démarche qui est derrière la nôtre, c'est la démarche, on réalise, c'est une démarche d'ingénieur. On ne fait pas uniquement des calculs et du papier, on passe dans le concret. Par exemple, quand on a fait la maquette à l'échelle 1/7, on a eu le prix du plus petit dirigeable piloté au monde, dans le Guinness Book de World Records. Parce qu'on fait. On fait des protos, on a fait des maquettes à 3 lobes, à 5 lobes, à un seul lobe, on a mis des empennages au-dessus, on essaye. On essaye. Oui, vous faites ça, je pense que quand on regarde votre parcours, on comprend que vous faites. Vous avez commencé par fonder une entreprise, ou commencé, je ne sais pas, peut-être pas, mais vous avez en tout cas fondé l'entreprise Prosody, qui a été un succès, une réussite, qui s'est revendue à plusieurs centaines de millions d'euros, et aujourd'hui, vous construisez ce nouveau projet. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à cette entreprise que vous avez montée, par rapport à votre carrière? Alors d'abord, j'ai créé Prosody, on a démarré à 2. Quand j'ai pris ma retraite à 60 ans, on était 1000, et la responsabilité de nourrir 1000 personnes est quand même assez importante. J'ai pensé qu'à mon âge, on pouvait commencer à s'intéresser à des choses où il y avait moins de stress, etc. Bon. En outre, Prosody, je l'ai créé à l'époque où on considérait, j'étais dans les télécommunications, et on considérait qu'il y avait une substitution télécom-transport. C'est-à-dire, on considérait qu'on allait développer les télécoms et qu'il y aurait moins de transport. Bon, toutes les études ont montré que c'était complètement faux, et que plus il y a de télécommunications, plus il y a de transport. Ce qui se développe, c'est l'activité économique, mais il n'y a pas de substitution télécom au transport. Donc, il faut aussi s'intéresser au caractère écologique du transport, parce qu'on n'échappera pas au transport. D'où cette réflexion sur comment je fais un produit un produit de transport d'une masse raisonnable, c'est-à-dire pas uniquement un petit avion qui vole une demi-heure avec 2 personnes à bord pour faire l'entraînement, ou une machine qui porte 30 tonnes, c'est-à-dire la charge utile de la 400M, pour une moins grande distance. Et qui ne produit aucun CO2. Voilà, donc c'était la logique, la pensée, parce que pour reprendre, je pense qu'il faut faire quelque chose dans lequel on croit. Et moi, je crois naturellement qu'il faut faire des choses utiles à la société. Bon, j'ai cru et je crois toujours d'ailleurs, qu'il fallait faire des systèmes de télécommunications comme vous les avez maintenant. Là, vous répondez, vous posez des questions vocales, tout ça. Bon, c'était au début, mon regret, c'est de ne pas avoir fait Google. Manque d'ambition, hein, c'est tout. Pas loin. Mais on a fait une belle société. Mais j'étais convaincu que ce qu'on fait était bien. Et je suis convaincu toujours que ce que nous faisons est bien. Et là, je pense que ce que nous faisons est quelque chose qui est bien. Il faut être conforme. Alors, on avait fait une première expérience avec un truc qui s'appelait Flying Robots,
où c'était une aile qui volait, mais on n'avait pas de charge utile. On a une charge utile qui variait entre 50 et 250 kilos, et le seul fret valable, c'était finalement la cocaïne. Ben, on n'a pas fait. Vous voyez, on s'est dit que si il fallait faire quelque chose, il fallait faire quelque chose qui soit utile, et je pense que rendre le désert habitable, d'ailleurs, nous avons créé un site, rendre le désert habitable pour réfléchir à ce qu'on pouvait faire pour exploiter au mieux des coins où il n'y a pas beaucoup d'eau, mais alors qu'on arrive à faire vivre des gens dans la Station Spatiale Internationale, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à faire vivre des gens dans un endroit où il n'y a pas de radiation, il tombe quand même quelques millimètres d'eau, et où on a tous les moyens techniques nécessaires pour arriver à faire une certaine agriculture. Et il faut en particulier un moyen de transport simple et pas cher, que peut être la Natac. Parce que j'ai pas besoin de construire la route. Oui, c'est vrai que c'est un avantage. On passe par les airs. C'est un pont aérien pas cher. On contourne l'obstacle, c'est ça. Voilà. On y est. Alors, on entend dans ce que vous faites, il y a l'amour du métier, une forme de passion. Et on peut revenir aux fondamentaux, l'excellence passionnément, l'ISAE Super-Héros, dont vous êtes d'ailleurs membre très actif au niveau de la fondation, ISAE Super-Héros. J'aide la fondation à la mesure de mes moyens, mais j'essaye surtout de faire quelque chose qui soit utile et qui utilise les connaissances qu'on nous a apprises. Et puis celles qu'on nous a pas apprises, parce que moi, quand je suis sorti de Super-Héros, on m'a affecté aux télécommunications, on m'a dit ce que c'est qu'un faisceau herdien, non, c'est pas grave, t'apprendras. À l'époque, les fibres optiques n'existaient pas, et donc il se trouve que dans ma carrière, j'ai installé le premier réseau de fibres optiques à Biarritz, parce que l'occasion se présentait, c'est tout. Et que maintenant tout le monde trouve absolument normal d'avoir des fibres optiques partout. Donc, on apprend des choses et on se débrouille. Il y a plein de choses à faire. Il faut simplement essayer de penser un peu hors de la boîte et ne pas rester quelque chose. Bon, les avions, ça a des ailes, c'est en aluminium. Bon, ce qu'on propose de faire, c'est gonflable. Vous savez, le premier Zodiac, le premier bateau pneumatique, il était gonflable. Il a sûrement profondément choqué tous les gens qui faisaient des bateaux en bois ou en métal. Vous pensez que ça peut choquer les étudiants de Super-Héros, un projet dirigeable? Les étudiants, non. Ceux qui ont étudié avant eux, peut-être. Très belle réponse. Voilà, ces étudiants qui nous regardent aujourd'hui, vous avez l'âme d'un entrepreneur. Est-ce que, voilà, vous auriez, au vu de votre parcours, des conseils, des remarques, des encouragements à formuler à quelqu'un qui a une idée, qui aimerait la développer, ou qui n'en a peut-être juste pas, mais qui aimerait monter son entreprise? Alors, la réponse est claire, il faut une idée. Il faut d'abord savoir ce qu'on veut faire, et pas trop se préoccuper du reste. Parce que vous arriverez à trouver un moyen d'en vivre. Mais le plus simple, c'est de trouver un business model. Ouais. Parce que quand on a lancé les numéros surtaxés, on a mis ça sur la facture de télécom. Bon, c'est une méthode. Il n'y a aucun problème pour vendre la Natac. Donc c'est des business models classiques. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une idée, quelque chose dont on croit que c'est bien, qu'on ne va pas regretter. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait « Il faut viser un objectif suffisamment ambitieux pour que quand on s'en rapproche, on ne le perde pas de vue. » Voilà, donc il faut un objectif ambitieux. Moi, c'est rendre le désert habitable par des moyens écologiques. Et un des moyens écologiques, c'est une machine qui ne produit pas de CO2. Très bien. Donc le désert habitable, ça serait une solution pour le monde de demain. C'est moins ambitieux que de rendre Mars habitable. Mais on n'a pas les radiations, c'est plus près, on a de l'oxygène, il y a un peu d'eau. C'est plus facile. Bon, ce que je dis, c'est la même chose. Faire un avion à hydrogène de transport public de passagers, c'est ambitieux. Faire une machine qui transporte que du fret au-dessus du désert en automatique, c'est plus facile. C'est plus facile, très bien. Bon, après, une question, il faut que je vous la pose. Elle m'a brûlé les lèvres quand j'ai vu votre projet. C'est qu'aujourd'hui, on est en pleine relance du secteur aérien et aéronautique. Quelle place vous accorderiez à l'écologie, au développement durable dans cette relance? Mais l'écologie est incontournable. De toute façon, on n'a qu'une Terre. Quand on regarde la couche d'atmosphère, c'est absolument ridicule. 10 km autour d'un rayon de 6000 km. Il faut effectivement arriver à sauver notre planète et à ne pas la polluer. Bon, alors on fait tout ce qu'on peut
faut pas se jeter sur la première mauvaise idée. Certaines idées s'avèrent fausses, je vous ai dit. La substitution télécom-transport de ma jeunesse, ben non. Il y a une corrélation de 1 entre les télécoms et le transport. Bon, très bien, on a appris, hein, on change de fusil d'épaule. Il va falloir faire une aéronautique ou des moyens de transport, parce que c'est de l'aéronautique, qui soit pas trop polluant. Voilà. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup, Monsieur Bernard.